C'est normal de payer de l'impôt, ce n'est pas normal d'en payer trop. Il y en a beaucoup, quand ils démarrent, ils déclarent pas. Par contre, si vous vous faites choper, ça peut faire très mal. Au final, on pense bien faire. Et ça peut aller à la prison. Moi, je vais brûler mon passeport français parce que j'ai pas envie d'avoir cette taxe-là. Clairement, là où tu vas avoir des réductions fiscales, c'est forcément intéressant. Tu penses qu'il faut quand même arrêter ces conneries? Mais vraiment, en France, si tu veux du zéro d'impôt, j'espère qu'il n'y a pas la police qui t'attend devant le studio quand même. Bonjour Manuel. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Manuel? Parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Non. Lors d'un appel en plus, si tu te rappelles. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Manuel Dessals, j'ai 33 ans, marié, 2 enfants. Et aujourd'hui, je suis à la tête de l'EEF, l'École des entrepreneurs français, dont la spécialité, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les jeunes pousses sur les enjeux de structuration, défiscalisation, optimisation. Ok. Et donc, ça consiste en quoi, l'optimisation fiscale? Un petit peu en quelques mots. En quelques mots, c'est, je t'apprends rien, je pense, c'est une jungle en France, clairement. Et tu as plein de choix, tu as plein d'options. C'est un petit peu comme les coloriages des enfants. Tu dois tracer le chemin, c'est trouver le bon chemin sur où je vais être le plus gagnant. C'est bien dit. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ce domaine-là? L'expérience, principalement. J'avais plusieurs entreprises, je te passe le détail, avec plein de sous-traitants, avec tout un gros système qui s'est monté. Et donc, tu te poses ces questions pour toi. Les gens qui t'emmènent dans le bateau de l'entreprise avec toi, ils te posent des questions parce qu'ils voient que pour toi, tu l'as fait. Et petit à petit, tu t'intéresses à ça. Plus, bien entendu, la bosse des maths, je pense. Et donc, on est parti là-dedans. Et est-ce que tu es prêt à répondre un petit peu aux questions de la communauté? Bien sûr, je suis là pour ça. Sur l'évolution un peu de la fiscalité, qu'est-ce qui est possible de faire? Ouais. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail par rapport au trading, évidemment. Okay. Yes, avec plaisir. Est-ce que pour toi, trader en France, est-ce que c'est un problème vis-à-vis des gains par rapport à ce qu'on peut faire en restant en France et en ayant une optimisation fiscale derrière? Non. Si je dois répondre rapidement, c'est pas un problème. Il existe des solutions. L'idée, c'est vraiment qu'est-ce que je vais faire. Il faut que je m'en soucie le plus tôt possible, si je puis dire, parce que la punition fiscale, on va l'appeler comme ça, elle arrive en conséquence de tout ce qui s'est passé pendant au moins 1 an, voire plus. Donc ces questions, c'est bien de se les poser tôt. Il y a des régimes, il y a des options, on va pouvoir parler de plein de choses ensemble, mais du coup, on peut s'en sortir de très belle façon, même en étant en France, trader en France. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, déclarer ses gains en trading, est-ce qu'on peut le faire seul, mais sans faire d'erreur? Ou est-ce que tu penses vraiment qu'il faut avoir un accompagnement Alors, ouais, tu peux le faire seul. Vu que c'est un peu la jungle, tu vois. Oui, tu peux le faire seul si par seul, tu n'entends pas la fleur au fusil. Donc, l'accompagnement, il n'est pas forcé d'être là tout au long de ta vie à chaque fois que tu auras besoin de déclarer quelque chose. Mais à un moment, si tu dois choisir entre les 70 000 cases et les 45 régimes, il va falloir avoir des éléments pour faire ce choix. Donc, il va falloir passer par soit une phase d'apprentissage, soit de délégation. Donc c'est vrai que tu penses... Et qu'est-ce que tu penses de la flat tax un petit peu, ou le barème un peu progressif? C'est quoi le mieux pour maximiser un peu ses profits entre les deux? Là, on a vraiment un arbitrage à faire. C'est ça. Il faut rappeler ce que c'est. La flat tax, si tu veux, c'est 30% qui vont être pris sur les plus-values et les dividendes. Vous n'avez pas dit qu'ils allaient l'augmenter, là? Ouais, mais la loi finance, elle bouge. Ouais, si tu vois ce qui se passe en politique, ça bouge beaucoup, c'est pas sûr. Mais pour l'instant, elle est à 30%. Dedans, il y a des cotisations sociales et de l'impôt. Et au final, le taux d'impôt que tu as dedans, il est autour des 12, si je ne me trompe pas. Et il faut que tu compares ça à côté. Quelle est ma tranche marginale d'imposition? C'est pas si facile que ça en a l'air parce que va être imposé à la fois en trading, normalement, que des plus-values. Ça va assez court. Mais je ne sais pas, si tu gardes certaines positions à un certain temps et que tu as des dividendes qui viennent dessus, il y aura des dividendes. Et le taux marginal, le barème de l'impôt, il ne marche pas de la même façon avec des dividendes. Tu as d'abord un abattement avant impôt et pas avec les plus-values, il n'y a pas d'abattement. Donc en fait, il faut vraiment poser sur papier tous tes types de ressources pour voir, OK, si d'un côté, je suis à la flat tax, c'est simple, entre guillemets, 30%, boum, punition, mais c'est comme ça. Alors que si je suis au barème, c'est progressif, potentiellement un abattement, si c'est des dividendes qu'il y a dedans, et je dois faire la comparaison, OK, où est-ce que je gagne le mieux aujourd'hui? Et si je suis malin même, où est-ce que je gagne le mieux dans 2 ans, avec une vision de comment je vais croître dans 2 ans, et même dans 5 ans. Ouais, donc c'est essayer de faire un prévisionnel un petit peu, quoi. Toujours, on prend rarement une décision sur l'instant T, on pourrait prendre, vous êtes des traders, sur le coup de l'émotion, les choses comme ça. Donc vraiment essayer de se visualiser avec la croissance que j'ai ou la croissance que j'envisage,
Est-ce que c'est encore viable dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Parce que sinon, on va faire que se monter le bourrichon autour de ces sujets-là, changer sans cesse. Et quand on fait la girouette, on n'a pas le temps d'avoir les gains de l'optimisation. Donc tu penses que quelqu'un qui démarre dans le trading doit s'occuper de ça tout de suite? C'est-à-dire, quand je te dis il démarre, il n'a pas forcément fait de gain encore, Ouais. il est en apprentissage. Est-ce que tu penses que c'est l'occasion de le faire tout de suite avant de démarrer et de faire des profits, ou c'est mieux d'attendre un petit peu, d'avoir, tu vois, quelques mois de rentabilité pour essayer de s'orienter vers une solution que tu proposes? Je vais nuancer les choses parce que Ouais. c'est de la microchirurgie, l'optimisation. C'est Ça va ça. vraiment dépendre de ta situation. Je vois 2 profils, si tu veux. Je vois le trader débutant qui vient tâtonner, voir ce qu'il arrive à faire, ce qu'il est capable de faire, etc. Plutôt, j'ai envie de dire, quand on est dans un profil comme ça, se lancer d'abord pour avoir du concret, savoir sur quoi ça va jouer, etc. Surtout que dans le trading, tu m'aurais parlé d'autres activités. Dans le trading, tu peux très bien, en tant que personne physique, faire ta sauce avant de faire ça de façon professionnelle. ouais. Voilà. Maintenant, je vois le trader qui il s'est formé, il maîtrise le sujet, il s'est entraîné sur, je ne sais plus comment on appelle, mais en fake. Tu sais, en démo, voilà, ouais. et il sait qu'il va en faire une entreprise et il est capable d'avoir un prévisionnel à 2 ans. Et ben là, c'est le bon moment le plus tôt possible, en fait. Ok. Donc, il y a vraiment deux situations. Ouais. Et est-ce qu'on peut... alors, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on peut échapper aux impôts de manière, voilà, comme tu le sais, on va dire, c'est pas légal forcément, mais est-ce que tu penses que dans les débuts, parce qu'il y en a beaucoup, Ouais. quand ils démarrent, ils déclarent pas. Ouais. Tu vois, c'est 500 balles par là, 1000 Ouais. balles par là. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu penses qu'il faut quand même un petit peu arrêter ces conneries un peu? Et Tout puis, revenu doit être déclaré ouais, au fisc. c'est ça. Obligé. Maintenant, y échapper, c'est un mot fort. Ça va vraiment dépendre de ta situation. La seule façon, en tant que résident français avec des revenus français, d'échapper à l'impôt, c'est d'être dans les tranches où il n'y en a pas. Donc, quand tu me dis je débute, je fais 500 par-ci, etc., autant le déclarer parce que ça rentre dans tes revenus, c'est bien potentiellement pour une location, un projet. Mais Ça tu peut vas pas te servir faire à plein de exploser, choses quoi. et tu vas pas te faire exploser tant que tu es dans la tranche à 0%. Ou même dans la tranche à 11, parce qu'il faut savoir que le taux marginal d'imposition, c'est progressif. Je te prends 15 000 euros. Écoutez bien, hein, Ouais. voilà, parce que 15 000 c'est euros, important par ce que tu exemple, dis. si vous regardez sur Internet pendant que je parle, 15 000 euros, vous vous dites, je suis dans la tranche à 11%. Tu vas pas avoir 11% de 15 000 euros qui vont être pris. Tu vas avoir 0% des 12 000 à peu près, j'arrondis, premiers euros, qui sont la première tranche, et 11% des 12 000 à 15 000, donc 11% de 3 000 en fait. Donc, si tu dépasses c'est vrai d'un petit peu la tranche, tu peux encore y aller. Et en plus, si on parle, comme on l'a vu tout à l'heure, si en plus tu as un abattement, bref, fais ton calcul. Mais vraiment, en France, si tu veux du zéro d'impôt, c'est en restant sur des tranches basses. Ouais. Et il y a un moment, tu veux gagner de l'argent, je suppose. Ouais, et tu veux être C'est rentable, oui. normal de payer de l'impôt. Ce n'est pas normal d'en payer trop. Oui, c'est ça. C'est un peu la nuance que tu... Ouais, c'est bien ta nuance, j'aime bien. Ouais. C'est ça. Et est-ce C'est que vu. tu penses que c'est mieux aujourd'hui, on va dire, de trader à l'étranger en étant français, ou tu vois, un peu de jouer sur le côté Ouais. un peu... J'entends. c'est- Il faut se demander qu'est-ce qui m'attirerait dans le trading à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances. En France, tu seras imposé au taux français dès lors que tes revenus, dès lors que tu es résident fiscal C'est ça. français. Donc, demain, tu prends l'avion, tu vas trader en étant installé à Dubaï ou en étant installé je ne sais où. Si tu n'es pas résident fiscal là-bas, ça ne changera rien. Ouais, c'est ça. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a d'où viennent tes revenus. Parce que dans le monde du trading, surtout, et dans le monde de la bourse et tout cet écosystème-là, tu vas avoir certains supports, tu vas avoir chez le broker, je suis sûr que tu le vois déjà, des ponctions qui sont déjà faites. Ouais, c'est ça. OK? Ouais. Et c'est toute une réflexion à avoir. Tu ne paieras jamais 2 fois l'impôt sur un truc déjà imposé. Mais si tu es résident fiscal français, et c'est là où les gens peuvent faire une erreur, C'est ça. tu te dis je vais investir à travers des supports américains où je suis prélevé moins, c'est ok, ça. je suis Ouais. prélevé que 15%, nanana. Non, parce qu'en fait, tu vas être prélevé du reste en France. Bah oui, c'est ça. En fait, tu vas être même tout prélevé en Tu veux pas France y et échapper, remboursé, en fait, au final. et remboursé sous forme de crédit d'impôt de ce que tu as déjà payé là-bas. Et ensuite, les pays s'arrangent entre C'est eux. un peu la double imposition, là, ce que tu parles. un C'est petit ça, peu, bah, ça s'évite dans le sens où en fait ils ont un système, ils ont des conventions fiscales, les pays entre eux, qui vont permettre que tu as peut-être payé 15% directement, tu as été prélevé par les USA parce que tu as fait du gain C'est là-bas. ça. Mais en France, ils vont te rappeler le reste. La France, ils vont te rappeler même la totalité et te mettre un crédit d'impôt de 15% Ah oui, en parce que tu as plus, déjà ouais. payé. Ah Un ouais. crédit, c'est une réduction du coup, D'accord, parce que tu as ouais, déjà ouais. payé et au final, tu vas payer le même quota que si tu étais sur Ouais, un donc t'as support pas français. moyen d'y échapper.
Et ils n'aiment pas trop, surtout vu les conjonctures économiques. Et est-ce que tu penses que l'administration fiscale, par rapport aux traders, je dis bien, surveille un peu on va dire les comptes de trading, c'est-à-dire est-ce que tu penses, quelqu'un comme moi, est-ce que l'administration fiscale a la possibilité d'aller chez mon broker pour savoir ce que je gagne et ce que je fais, les retraites, tout ça? Elle a la possibilité. Elle a la possibilité. Est-ce qu'elle le fait tous les matins? Non. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tenter? Non, de passer outre. Elle a ce droit-là. Si elle tu ne peut veux, pas te prélever quand même, si. Elle peut. C'est-à-dire ce que tu lui dois. Ça va pas est-ce qu'elle se faire peut aller chez le instantanément. broker et dire, comme elle fait sur notre compte bancaire, comme ils le font déjà très bien. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent te rattraper Oui, ça va pas se faire instantanément, mais je sais pas, c'est peut-être déjà arrivé à des auditeurs. Moi, ça m'est arrivé plus jeune de pas payer une amende. Je suis un bon citoyen, j'ai déménagé, l'amende ne m'a pas suivi. Une amende avec excès de vitesse. Ils avaient bloqué mon assurance vie. J'espère qu'il n'y a pas la police qui t'attend devant le studio quand même. Alors, mais l'assurance vie avait été bloquée. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc l'assurance vie est bloquée, c'est un petit peu la dernière alerte. J'ai demandé pourquoi, mais sinon ils peuvent très bien aller prélever dessus. Ils ont ce droit-là. Ça va pas se faire instantanément puisque c'est comme tout ce qui se passe auprès des forces de l'ordre, de ce que tu veux. Il faut des autorisations, etc. Mais ils peuvent y aller. Et ils vont y aller s'ils ont une suspicion. Donc ils ouvrent une enquête, etc. Donc s'ils ont une suspicion, c'est que tu as fait quelque part une connerie. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être carré. Il faut pas se mettre une pression parce que dans les questions qu'on aborde depuis tout à l'heure, j'entends ça, lié au sujet de fiscalité. C'est ça, Ils sont sérieux, mais ils sont pas dangereux. Ils sont sérieux, il faut le faire correctement. C'est ça. On a droit aux erreurs, ça existe, le droit à l'erreur en France. On peut poser des questions à l'administration si besoin, elle est ouverte. Mais par contre, il faut rester sérieux avec ça. Des fois, ils sont longs. Tu vois, c'est vrai que l'administration française, ils sont pas connus pour être très rapides. Et c'est vrai que des fois, quand tu as envie d'avoir... Tu es devant l'ordi, tu veux faire ta petite déclaration ou tu veux faire ton entreprise, c'est vrai que tu les appelles, tu vas prendre rendez-vous, c'est très très long. Et c'est vrai que des fois, ça te pousse un peu à le faire toi-même et à faire des erreurs au final, parce que t'es en manque de renseignements, ou t'as un site qui va dire ça, t'as un autre site qui va dire autre chose, et tu vois que t'es vite perdu en France avec la fiscalité et tout ça. Tu vois, les dangers des on-dit du web. Et je comprends. C'est vraiment une gymnastique mentale, surtout pour un trader où ça va vite. J'achète, je vends, etc. De là, prendre ce temps-là. C'est un peu étrange, mais on va parfois avoir des courriers de relance alors qu'on n'a pas eu la réponse, qu'on a posé une question. J'entends très bien. Il faut temporiser. Il y a du temps. On peut revenir sur des déclarations. Dès lors que vous faites les choses de bonne foi, il n'y a pas de risque. Mais restez de bonne foi. Soyez de bonne foi, c'est tout. Arrêtez de vouloir arnaquer l'État français. Est-ce qu'on va parler un petit peu de comptes et produits financiers? Donc, on a le PEA ou le CTO. Quel compte un peu choisir quand tu es en trading pour payer un petit peu moins d'impôts, parce que c'est le nerf de la guerre. Voilà, toujours payer moins d'impôts. Qu'est-ce que tu recommandes entre les deux? Bien sûr, en prenant en compte que chaque personne est différente et que, on le sait, c'est du sur-mesure quand même un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner un peu la différence des deux par rapport à ton expérience, bien sûr? Prenez tout. Prenez tout. Si on parle purement fiscalité, tu me parles de PEA, de CTO, je vais te dire PEA parce qu'il y a un avantage fiscal dessus. Le PEA, au bout de 5 ans de détention, tu n'as pas d'imposition de ta plus-value ou de tes dividendes. OK. Donc, c'est un produit qui est voué justement à optimiser ta fiscalité. Maintenant, comme tout produit qui optimise la fiscalité, il faut savoir que l'État, quand il vous fait des cadeaux fiscaux, c'est parce qu'il espère quelque chose en échange. Dessus, tu vas trouver des supports européens, français. Tu ne vas pas pouvoir investir dans la Silicon Valley. Et c'est là qu'il te faut un CTO à côté. Mais si on parle purement fiscal, le PEA est bien. Et même, j'ajouterais l'assurance vie. Si ce n'est que les retraits, pour quelqu'un qui veut vivre de ça, sont plus compliqués. Mais ça peut être intéressant, quand je touche ma bille en bourse, d'avoir une assurance Peut-être vie. se diversifier. Peut-être, comme tu dis, pas faire un choix, mais avoir les 3 solutions que tu viens de donner pour éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Plus tu vas avoir des avantages fiscaux, alors c'est pas à chaque généralité ces exceptions, mais souvent en contrepartie, tu vas avoir un temps où c'est gelé dessus. Donc c'est simple, tu vas te dire moi je sais que je trade pour temps, peu importe, je sais que j'ai besoin de temps ou que je veux temps, parce qu'au-delà du besoin, on a des envies pour vivre, et peut-être je suis capable de faire plus, je vais répartir, je vais trader plutôt mes ETF, mes actions, peu importe, sur ce PEA-là, et sur le CTO, je vais avoir des produits à effet de levier, etc. Je vais répartir de sorte à me dire, le CTO, en fait, quand je veux, je peux retirer.
Le PEA, je peux retirer quand je veux, mais je perds l'avantage, c'est bête. Donc, il faut que j'arrive à tenir plus longtemps. L'assurance vie, il faut que je tienne encore plus longtemps. Et je vais pouvoir jouer comme ça sur les 3 supports. C'est bien, c'est intéressant. Et est-ce que tu penses que les entre parenthèses, les crypto-traders sont un peu les nouvelles cibles un peu de l'État? Parce qu'on sait que en France, ils commencent un petit peu à réfléchir à cette crypto-monnaie qui est un petit peu forcément pas encore très légalisée, parce que c'est une adresse de portefeuille, il n'y a pas de nom derrière, il n'y a pas moyen forcément de tracer un peu ces comptes-là. Est-ce que tu penses que c'est, en France, un peu le prochain sujet? Dans ce monde de l'investissement, clairement. Clairement, parce qu'en plus, quand on entend crypto-monnaie, on entend Bitcoin. Quand on entend Bitcoin... on entend évasion aussi, tu vois. On entend évasion. Et surtout, quand on entend Bitcoin, qui avait vocation à être une monnaie, l'État a la main mise sur les monnaies. Donc forcément, il y a un conflit quelque part. Donc ça va arriver. Parce que c'est décentralisé d'une banque, donc forcément, ça appartient pas à l'État. C'est comme beaucoup vont se targuer de dire non, ce n'est pas vrai, mais voyez vraiment l'État comme une grosse entreprise. Et en fait, à travers les crypto-monnaies, on lui dit je veux t'enlever de la valeur, je veux t'enlever des actifs que tu gères aujourd'hui, laisse-moi faire. Ça risque d'être compliqué, donc forcément, ils vont chercher à régulariser, à faire quelque chose dessus. Et est-ce que tu penses que ouvrir un compte de trading à l'étranger, ça peut devenir un problème fiscalement, si tu es français, de ne pas le déclarer, on va dire, tu vois, par excuse, évidemment, que c'est à l'étranger, que c'est un broker offshore, qui est à Chypre, qui est dans les îles Baléares ou je ne sais pas quoi. C'est à risque. Dans le sens où tout compte détenu à l'étranger, même d'actifs numériques... Pas vu, pas pris, quoi, on va dire. Et mais ça, tout compte c'est un risque, un peu. Doit être déclaré. C'est ça. Et c'est là où il y a la fiscalité, c'est que la fiscalité et l'État, tout se base sur du déclaratif. OK ? Le « Ah, j'ai oublié », si tu veux, ça va pas toujours marcher. Il y a un moment, il faut... Comme tu l'as dit, la bonne foi, je pense un peu. La bonne foi. Le hic avec ça, c'est que à côté de ça, vous pouvez être tenté parce que l'État n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller de lui-même chercher, donc il compte sur votre déclaration. En plus, donc, en plus. Donc il compte sur votre déclaration. Par contre, si vous vous faites choper, ça peut faire très mal. Bien sûr, il va y avoir tout le remboursement de ce qui avait dû être donné normalement, plus donc tous les calculs, en général. Plus une amende, c'est ça, plus un retour sur 10 ans en arrière. Contrôle fiscal et donc tout. Ils peuvent remonter, ils chopent un truc dans les 3 ans, ils peuvent dire tiens, il y a eu un truc, on peut remonter encore 10 ans plus en arrière, et ça peut aller à la prison. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il vaut mieux être de bonne foi. Mais tu connais les risques, quoi, en fait. Voilà. Quand tu le fais, tu connais les risques. Voilà. Sachant que ça marche. C'est pas qu'avec des histoires de trading. Hein. Oui, non, on en a entendu partout. Juste des comptes, on cache de l'argent sur des comptes. Il y a des histoires comme ça de partout. Et si on les entend, c'est parce qu'elles se sont finies mal. Donc, peser le pour et le contre, c'est vraiment pas quelque chose de conseillé, forcément. Non, mais c'est sûr. Mais non, surtout et pas conseillé, ça. Et est-ce que quand on parle de justement, on a parlé de CFD, options, ETF, est-ce que c'est des produits financiers qui sont taxés? Ouais, en fait, tout produit. Si tu veux, peu importe d'où ça vient, on parlait crypto-monnaie tout à l'heure, etc. Le passage à la caisse va se faire dès lors que tu encaisses. Voilà. Que tu encaisses depuis des produits à effet de levier, que tu encaisses depuis des ETF, dès que tu encaisses, tu déclares et tu passes à la caisse. Peu importe. Est-ce que dans l'autre sens aussi, quand tu fais des pertes, est-ce que tu peux aussi les déclarer? Ouais. En fait, tu as une stratégie, si je puis dire. Moi, je suis plus fan d'immobilier. OK. Où la stratégie prend son sens, mais ça peut marcher ici si c'est pas volontaire. Tu as une stratégie où tes pertes vont compenser tes gains, dans l'année ou dans les 10 années qui viennent. Par contre, les pertes que tu as eues en trading, si aujourd'hui, je sais pas, tu fais normalement 1 000 € d'impôt à l'année, tu es dans le début, tu as fait un petit peu de revenus, tu as 1 000 € d'impôt à l'année. Tu vas faire des gains, tu as 1 000 €. L'année d'après, tu as des pertes. Ils vont pas te rembourser les impôts tout de suite, mais ils vont te permettre de garder ces pertes. Tu es à moins 10 000. De garder ces pertes sur 10 ans. Mais ces pertes, tu pourras les répercuter dans les 10 prochaines années seulement sur les lignes qui correspondent aux gains du trading ou de tout ce qui va être en fait rente et produits de placement. Donc si à côté, je sais pas, tu prends un job quelque part en plus de faire du trading, tu auras beau faire 30 000 à l'année avec ton job, tu as tes moins 10 000, tu pourras pas les déduire de tes 30 000, c'est ton job. Tu peux les déduire que de tes revenus de placement. D'accord, non mais c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est important de le dire. Et entre ton avis personnel, entre les actions et ETF, quel est pour toi le plus avantageux des investissements pour un Français?
lambda? Si on se met du point de vue de la fiscalité, Par rapport à ton expérience, je te demande pas non plus j'ai envie de te dire, voilà. non, j'ai envie de te dire que du point de vue de la fiscalité, il n'y aura pas de différence. Ah oui. Parce qu'au final, l'ETF, ça va être un ensemble d'actions. Du point de vue stratégique économique, c'est là que tu vas te poser la question. Du point de vue purement fiscal, dès lors que tu vas faire une plus-value ou toucher un dividende, ça va être vraiment dans la même case. Que ce soit une action à la base ou que ce soit un ETF que tu es revendu, ça va tout finir dans la même case. Donc c'est pareil. Ok. Et comme je te l'ai dit, on a la partie aussi, tu vois, en trading, trading automatisé, tu vois, tout ce qui est robot un peu qui va trader à ta place. Est-ce que tu penses aussi que ça, c'est, comment dire, ça peut être une surprise fiscale un peu? Oui. Ouais. En fait, là, c'est encore un autre sujet. Ouais. Tes gains vont être pareils. Okay, au niveau des gains, c'est la même déclaration. Sauf que ce qui se passe chez les traders, comme on le disait au début tout à l'heure, tu vas pouvoir trader en tant que personne physique un certain temps et ensuite tu peux trader en tant que professionnel. Ouais. Et tu peux ne pas le savoir, mais tu es aux yeux de l'État passé professionnel. Ce qui te fait passer professionnel, il y a plusieurs choses dedans. Et il y en a une, ça va être la fréquence et le nombre d'opérations. Et dès lors qu'on fait appel à un robot de trading, en général, les opérations sont fréquentes sont régulières. Et elles sont nombreuses. Et juste ça, toi, tu peux te dire, ouais, mais non, mais c'est comme avant, moi, je suis sur mon compte, j'ai mon job à côté. En fait, juste ça, l'État, il va dire non, regardez, pour nous, c'est régulier. Dès lors que c'est régulier, c'est professionnel. Et donc, c'est plus le même régime d'un coup. Ok, c'est ça. Et ça, tu vois, c'est une question que j'ai souvent, un peu, comment on passe de amateur à professionnel. Et c'est vrai que c'est une des... Ouais, de amateur à professionnel, il va y avoir, du point de vue de l'État toujours, on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas nous qui faisons la loi. Oui, c'est ça, ouais. Il va y avoir 4 grands aspects. Il va y avoir cette fréquence d'opération. Il va y avoir la régularité. Donc, si tous les mois, j'ai des gains en trading, même s'ils sont variables, on va trouver une régularité. Ouais, tu peux pas dire que c'est juste un complément, en fait. Exact. Ouais. Il va y avoir les montants, purs et durs en termes de montants. Et là, c'est une jauge que personne ne peut percevoir. C'est vraiment quelque chose qui va être jugé. Donc, quelqu'un qui fait, par exemple, je sais pas, 3 000 euros net par mois avec son job, s'il fait 500 ou 1000, mais régulièrement, tous les mois, pareil que son salaire, ça devient un professionnel. Ça suffit pour être requalifié. Mais c'est comme dans le monde de l'entreprise, c'est une histoire de requalification. C'est-à-dire que toi, tu qualifies que c'est pas professionnel. Eux, pour X, Y raison, ils viennent mettre le nez dedans. Ils peuvent qualifier que c'est professionnel. Et ensuite, c'est une joute. Et ça, tu peux avoir des problèmes, en fait. Tu peux avoir des problèmes. Ouais, tu peux avoir des problèmes. C'est assez vite requalifié. Au final, si on parle trader, moi, tu me mets le mot trader. Pour moi, c'est professionnel tout de suite parce que ça veut dire que j'en fais régulièrement. Et la dernière chose qui peut le faire requalifier, mais ça, je pense que tu le savais vu ta question, c'est si c'est la majorité de tes revenus. Si c'est l'inverse. C'est ça. 3 000 alors qu'à côté, j'ai 500 dans un job à mi-temps. Ça, c'est logique. Là, tu es professionnel aussi. Ok, non, mais c'est bon à savoir parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Tu sais, dans le côté occasionnel, mais par rapport au montant qu'ils font tous les mois, ne pense pas qu'ils passent professionnels, en fait. Et sans faire exprès, tu fais un peu une erreur, comme tu l'as dit, où tu le savais pas. Donc tu peux dire, oui, excusez-moi l'État, je savais pas ça. Mais c'est vrai que c'est quand même important de le dire. Après, c'est une histoire de jugement. C'est-à-dire que si c'est occasionnel, je te dis une bêtise, mais une fois dans l'année, tu as fait un mois de trading parce que tu as fait un mois, voilà. Et heureusement, j'allais dire malheureusement, mais non, heureusement, tu as fait 100 000 en un mois. Tu vas devoir te justifier. Quand tu vas le déclarer à la fin, forcément, eux, ils ont juste le chiffre de l'année par rapport au chiffre de l'année de tes revenus pro. Ils vont dire, mais attendez, vu le montant, vous êtes un professionnel, il vous faut une entreprise. Même si tu divises par 12, voilà. Après, tu peux t'en défendre. T'es gagnant, t'es pas gagnant. C'est ta capacité à pouvoir justifier que ce n'est pas quelque chose de professionnel. Donc, à pouvoir démontrer que tu as tradé qu'un mois, que c'est cool, tu as été bon, que du coup, tu as fait beaucoup de revenus, mais que tu n'as pas retradé par la suite, que c'est pas forcément, tu sais pas si tu vas retrader, etc. Mais ensuite, je dirais pas une joute verbale, mais c'est chacun expose ses arguments. C'est un petit peu comme l'expatriation, tu vas partir, on pourra en parler s'il faut, mais c'est l'exemple qui me vient parce que c'est dans l'air du temps, j'entends. Oui, actuellement, oui. Et quand tu pars, t'emmènes plein d'actifs avec toi. La France va dire, ah mais ça a telle valeur, toi tu vas dire non, ça a telle autre, et chacun donne ses arguments, et à la fin, il faut trancher. C'est un petit peu pareil, c'est cette zone grise un petit peu. Si tu arrives à justifier que malgré le fait qu'il y ait une grosse somme, ce soit de l'amateurisme, juste une fois, tu pourras te justifier. Ok, non mais c'est bien. Seb, je suis débutante, je sais pas ce que c'est un SL, je sais pas ce que c'est un TP, une bougie, une rouge, une verte, je sais pas non plus. Ouais, donc t'es vraiment débutante, on va dire. C'est ça. T'as envie de découvrir un petit peu ce que c'est le domaine du trading. J'ai une bonne solution pour toi, regarde.
on est en dessous de la vidéo. Tu vois, juste ici, tu vas cliquer. C'est un Telegram qui est complètement public. Comme les lives YouTube que tu vas retrouver chaque jour, je scanne. Je vais utiliser du vocabulaire que tu connais pas. Tu vas pouvoir un petit peu faire connaissance aussi avec la communauté Impact Trading. C'est les meilleurs et on atteint les 1000 personnes. Tu imagines tous les jours. Donc, pour te dire que c'est quand même des lives qui sont très importants. Pédagogie, éducatif aussi. Donc en tout cas, une seule adresse, le Telegram. Et on va parler un peu de moins-value en trading. Est-ce que c'est un échec ou une stratégie fiscale un peu cachée par rapport à ce domaine? Mon avis perso. Ouais, c'est ça. Ouais, on reste sur ton avis perso. Mon avis perso, c'est un échec dont on peut tirer parti. Ok. Parce que quand tu vas placer dans l'immobilier, pour faire un parallèle, tu peux faire des stratégies. Parce que le déficit que tu vas créer en immobilier, tu vas le créer à l'instant T, mais ton bien va prendre de la valeur. Okay. Alors qu'en trading, un déficit, c'est que j'ai perdu de la valeur. C'est ça. Le bien n'en a pas pris, le bien a perdu de la valeur et j'ai revendu à perte. Donc c'est un échec. Par contre, je vais pouvoir m'en servir, en effet, comme on disait tout à l'heure, pendant 10 ans c'est ça. Pour atténuer les gains derrière. Si je fais un gros coup derrière et que je gagne beaucoup, bah, ma perte passée, elle va réduire. Alors que cet argent, je l'ai gagné. Mais comme par le passé, il y a peut-être 2 ans, il y a peut-être 5 ans, j'avais perdu, et ben ça va s'équilibrer au niveau du papier. J'allais dire dans la compta, pas forcément, mais dans la déclaration, ça va s'équilibrer. Donc on peut dire que même si tu perds de l'argent en trading, ça va pas forcément aussi réduire tes impôts aussi quand même un peu? Si, ça peut. Ouais. Ça peut parce que ça vient se moyenner avec ce que tu gagnes. Tu gagnes 10 000, tu perds 5 000, tu vas avoir 5 000 d'imposés. Alors que ça se trouve, tu as peut-être perdu 5 000 en 2024, tu as gagné... peu importe. Et là, on est en 2028 et tu gagnes 10 000 et tu n'avais pas utilisé ton crédit de 5 000. Il est encore là. Il est là pendant 10 ans, depuis 2024 jusqu'en 2034. Bah, tu peux dire, waouh, cette année-là, je ne sais pas, peut-être ces 10 000, ils me font passer une tranche d'impôt au-dessus. C'est ça, donc j'ai un peu les nerfs. Bah, là, je vais utiliser mon crédit de 5 000. Et c'est là qu'on peut en faire une stratégie. C'est pas mal, ouais. Mais ce n'est pas une stratégie, à mon sens. Bah, je souhaite à personne de perdre, voilà. Hein, bien sûr. Et c'est là où ce n'est pas une stratégie, à mon sens. C'est si on va chercher le déficit pour ensuite faire ça. C'est pas très malin, puisque c'est pas comme en immobilier où le déficit est compensé par un gain de valeur. Donc, ouais. Et est-ce qu'on peut aussi, par rapport, tu sais, on a des frais, tu vois, logiciels, les formations et tout ça, est-ce qu'on peut le déduire, ça, par rapport aux impôts aussi, un petit peu, dans de l'investissement? Alors, je sais pas comment ça s'appelle un peu, mais... Ouais. Si t'es pro, oui. Dès lors qu'on est professionnel, en fait, c'est pas qu'un statut, on en parlait tout à l'heure par rapport aux impôts. Oui. Je vais pas juste faire la même chose, mais remplir une case pro ou une case amateur. Si je suis amateur, j'ai pas de structure. C'est moi en tant que Manuel Dessalles, mon nom propre. Je vais trader et ça va rentrer dans mes rentes. Okay. Ça, c'est pour toi. Voilà. Si je suis pro, j'ai une structure. Une micro-entreprise, une SAS, une URL, une EI, peu importe. Et du coup, dans cette structure, y a un régime que j'ai choisi et donc il y a une compta. Et là, je peux le déduire de la compta. Donc on peut dire qu'il y a quand même un avantage. Souvent, on me pose la question, je suis trader, est-ce que je dois garder en nom propre? Est-ce que je dois même peut-être monter une petite entreprise? Mais là, tu viens de répondre un petit peu. Le mieux, c'est quand même de ne pas rester un simple amateur. Ouais, très souvent, en fait, on a... plus c'est simple, plus ça cache des options et des leviers que je pourrais utiliser que je n'utilise pas. Donc quand je vais rester en tant que personne, si tu veux, ça va être simple et souvent j'ai pas envie d'en sortir parce que j'ai l'impression qu'ailleurs c'est pire. Mais j'ai l'impression qu'ailleurs c'est pire parce que je me projette moi, la petite personne avec les connaissances que j'ai, dans un système beaucoup plus complexe et du coup j'ai l'impression qu'il y a plus d'impôts. Mais pour te le faire simple, l'exemple que tu viens de donner, quand je suis moi tout seul, je vais peut-être faire 10 000 de gains, mais j'ai dû souscrire à des logiciels, à des formations, etc. Et en fait, si je prends mes gains, j'enlève les impôts et j'enlève ce que j'ai payé de formation, il va peut-être me rester 3 000. Si j'étais côté pro, j'aurais fait 10 000 de gains, j'aurais d'abord enlevé les formations, toutes ces choses-là, et j'aurais eu de l'impôt. Et en plus, stratégie d'optimisation, je peux enlever des choses que je n'ai pas dépensées, mais que j'ai le droit sur base forfaitaire, on pourra en parler. Et au final, je vais avoir un taux peut-être plus élevé d'impôt, mais sur une tranche de gâteau qui est tellement plus basse, qu'en brut, en euros, je peux m'en sortir mieux. C'est ça. Ouais, donc avant d'avoir peur, parce que je vois, mais aujourd'hui, je suis au PFU à 30%, si je vais là-bas, il va y avoir cotisation sociale, plus impôts, je vais avoir 65%. Ouais, mais 65% de quoi? Un truc plus bas, très souvent. Donc c'est vraiment un calcul à faire. C'est vrai que les personnes, souvent, elles vont dans la simplicité, comme tu l'as dit. Parce qu'à partir du moment où ça devient compliqué ou complexe, où on ne sait pas faire, tout simplement, on ne se renseigne pas, on n'a personne pour nous guider, au final, on pense bien faire. Et au final, comme tu le dis, il y a
possibilité d'optimiser pas mal de mais c'est comme en trading, je touche pas ma bille, mais je m'étais beaucoup intéressé au trading par le passé. C'est comme si tu disais ah ouais, mais moi je veux trader, mais en fait en restant sur je le regarde le matin, si je vois qu'il est en train de monter, je l'achète, si je vois qu'il est en train de descendre, je le revends, et puis voilà. Tu vois, non, il y a quand même des schémas plus complexes. Tu vas regarder les têtes-épaules, tête-épaule, je crois que c'était. Enfin, tu vas devoir faire des analyses, etc. Et tu as appris à faire ça une fois, et maintenant c'est fluide. Là, c'est pareil, il faut mettre le nez dedans une fois pour comprendre, et après ça devient limpide. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu penses que assurance vie, trading, c'est l'alliance parfaite pour booster un peu ses revenus nets? Ouais. C'est un petit peu ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur les différents supports. Pour moi, il va falloir jouer sur la ligne de temps parce qu'il y a des contraintes de temps. Mais clairement, là où tu vas avoir des réductions fiscales, l'assurance vie, elle en fait partie. Vie, c'est forcément intéressant. Surtout si aujourd'hui, tu sais que je suis trader, je vais être trader pendant un moment, il me reste du temps devant moi. Il faut exploiter ce temps-là, c'est une de tes ressources. Et au final, il suffit d'attendre en fait pour avoir une exonération d'impôt. Donc, c'est pas toujours si facile d'attendre. Non, c'est sûr. Mais quand on y pense, c'est quand même pas grand-chose qui t'est demandé. Et est-ce que investir sur le long terme, ça permet de profiter de plus des abattements un petit peu fiscaux ou pas? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Sur le domaine où vous êtes, au niveau bourse, etc., pas spécialement, si ce n'est cette contrainte du support. Mais ensuite, je veux dire, tu as passé les 5 ans, tu as passé les 8 ans, ça vient vite au final. Quand on débute, on se dit, mais 5 ans, 8 ans. Ouais. Mais en fait, tu as ouvert tes supports, tu as passé tes 8 ans, si c'est l'assurance vie. À ce stade-là, tu as investi dans un support, que tu le revendes dans 1 an parce qu'il est temps, tu fais une belle plus-value, ou dans 5 ans pour une plus-value, elle va être imposée de la même façon, c'est le montant brut de ta plus-value. Et en l'occurrence, si tu as une exonération d'impôt, elle ne le sera pas. Mais à ce sens-là, non. Vraiment, la durée, elle n'est pas dépendante du support, du support, assurance vie, PEA, mais pas de l'actif dans lequel tu investis. Ok. C'est bien, c'est intéressant. Et est-ce que tu penses vraiment au final, ça c'est pour rassurer un peu tout le monde, que créer une entreprise en trading, c'est un bon plan, ou est-ce que c'est vraiment une usine à gaz, comme on l'a dit tout à l'heure, où c'est un peu la jungle en France niveau fiscalité? C'est très franco-français d'accentuer les choses et d'être dans le noir ou blanc, on est d'accord. Puis de se plaindre aussi. Aussi, on est tous pareils. Non, mais on a vraiment le côté trading en perso, et on a son opposé qui, clairement, au niveau administratif, complexité, je vais te prendre la SAS. Mais au milieu de tout ça, tu as plein de choses. Tu as la micro-entreprise, tu as le IO réel, tu as le URL, tu as plein de choses. Et du coup, c'est pas forcément compliqué. Justement, je rebondis, tu vois, c'est un peu la prochaine question. Quelqu'un qui connaît rien, tu as envie de choisir un statut là, entre la SASU, EURL, tout ce que tu as donné. Ouais. C'est quoi, on va dire, le meilleur statut pour un débutant en trading, bien sûr, qui ne fait pas des millions non plus, qui ne connaît rien en fiscalité et qui a envie de se dire, là, faut que je me lance parce que, Manuel nous le dit, rester un trader amateur, ça porte quand même plutôt préjudice que d'être en pro avec une entreprise derrière. Qu'est-ce que tu pourrais le recommander, évidemment, sans prendre le côté, tu ne connais pas la personne. Voilà, tu ne connais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, honnêtement, truc général. Si je ne connais pas, je ne peux pas. Parce que ça va beaucoup dépendre de toi. Okay. Par contre, je vais te donner des schémas. Je vais avoir la personne qui veut son argent majoritairement pour vivre. OK, pas de SAS du coup. C'est plus patrimonial. Majoritairement pour moi pour vivre, on peut être sur EURL, SARL, EI ou micro. Ensuite, il y a des plafonds à respecter, etc. Dans tous ces choix qui te restent, tu vas te poser la question, OK, moi en gros, je veux que ça ressemble le plus possible à quand je suis en tant que personne physique, le plus simple possible, le plus simple. Ou bien je veux potentiellement professionnaliser parce que j'ai des projets de m'associer peut-être plus tard, de développer d'autres projets, etc. Et ça va te faire tendre plus vers une société, si tu as de plus gros projets, ou vers une EI et une micro, si tu as des projets plus ultra personnels, je veux que ça ressemble à quand je suis solo. Donc ça, c'est juste une histoire de simplicité administrative, derrière la fiscalité qui rentre. Mais je te prends maintenant l'exemple opposé. Moi, je sais que j'ai fait de belles perfs en tant que personne physique, je veux vraiment du patrimonial. C'est-à-dire que vu tout l'argent que j'arrive à faire en trading, ou bien pour une autre raison, l'argent que j'ai à côté ou quoi, machin, tout cet argent que je fais, je veux que ça serve de plus gros projets, et moi, pour vivre, je vais peut-être prendre 20 ou 30% de ces gains, pas plus. Là, ça peut être intéressant de partir sur une SAS, parce que pour te donner le schéma entre les deux que je t'ai donné, côté SAS, tu vas être
moins taxé sur tout ce qui reste et qui est réutilisé, et plus taxé sur ce que tu prends en revenu, alors que de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc ça dépend vraiment, cet argent, et ça, en fait, tu en reviens au fond, mais c'est ça la fiscalité, à la question de, pour moi, l'argent, c'est quoi ? Est-ce que ça doit servir à kiffer au maximum ? Est-ce que ça doit servir à construire des projets ? Est-ce que ça doit... etc. Et c'est jamais un truc, mais dans quelle mesure ça doit servir à kiffer ? Dans quelle mesure ça doit servir à construire un patrimoine ? Dans quelle mesure ça doit servir à mes futurs enfants ? Et en fonction de ces mesures-là, tu peux faire tes choix. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que maintenant, je vais pouvoir répondre en live. Manuel m'a dit, arrêtez de me poser la question. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme entreprise ? Vous le voyez avec Manuel, ouais. C'est vraiment personnel en fonction de vos projets. Donc, arrêtez de me poser la question en live. Il faut ouvrir quoi comme entreprise ? Il faut faire une estimation. Ouais, c'est ça. Alors, il faut faire une estimation. Nous, on a développé des outils pour ça, mais vous pouvez aller voir aussi des comptables, des avocats. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de faire une estimation, parce que ça dépend énormément des personnes. Et on ne va pas du tout tous s'y retrouver dans la même situation. Maintenant, très souvent, je pense que derrière la question qu'on te pose, c'est plus, si c'est quelqu'un qui n'a pas d'entreprise, c'est beaucoup plus, OK, où est-ce que je peux ouvrir une entreprise parce que c'est régulier, je sens que j'ai pas trop le choix, mais gagner quand même mon argent. Très souvent, je peux me tromper, mais dans la psychologie du trader, qui fait son argent tout seul, qui doit sa réussite à lui-même, on va plus rester sur des entreprises individuelles que de partir sur des sociétés. La compta est beaucoup plus simple, qu'elle soit en régime micro, donc la fameuse micro-entreprise, ou qu'elle soit en régime réel, c'est la même entreprise en fait, c'est leur régime de gestion qui change, mais la compta est ultra simplifiée, on rend des comptes à quasi personne, c'est tellement simple aujourd'hui, on ne fait pas des bilans en actifs, passifs, etc. C'est une compta de trésorerie, on appelle ça. C'est tellement simple que l'IA le fait, donc en fait tu restes entre guillemets tout seul et dans la maîtrise de ton truc et ça reste simple. Ouais, non mais c'est top ce que tu dis. Et est-ce que tu penses quand tu es en... Tu sais, tu as le broker et tu as le Profirme. Ouais. Est-ce que tu vois un peu la différence par rapport aux impôts ? Parce que comme tu le sais, Profirme, c'est en compte démo. Donc le statut n'est pas forcément le même que quelqu'un qui génère des gains avec un broker en fonds réels. Oui. Sur une Profirme, tu vas avoir des sommes allouées. C'est ça. C'est ça, ouais. Exactement. Mais au final, c'est toujours la même chose. C'est toi, combien il te reste. Parce que si je ne me trompe pas, c'est moins mon domaine. La fiscalité, oui, mais les Profirmes est vraiment le pur trading. Mais sur une Profirme, si je ne me trompe pas, tu vas avoir des sommes qui te sont allouées. C'est ça. Mais à la fin, sur les gains que tu vas faire avec ces sommes-là, tu vas toucher, toi, qu'un certain pourcentage. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. C'est que ce pourcentage-là. Et donc, au final, si ce pourcentage correspond à 50 000 par an, tu vas être taxé exactement de la même façon que si en solo, tu avais généré 50 000 par an. Alors que peut-être dans la Profirme, tu as généré, je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, mais peut-être tu as généré 500 000 et tu as touché 50 000. Ok, tu ne seras pas taxé sur 500 000, tu seras taxé sur tes 50 000 à toi. Non, mais c'est bien parce qu'il y a souvent, ils posent la question un petit peu par rapport à ça. Et est-ce que tu peux cumuler 2 entreprises ? Est-ce que c'est légal déjà ? Est-ce que c'est rentable, tu penses, pour un trader ? Je sais pas, c'est d'avoir une holding ou d'avoir des choses comme ça, un petit peu, un montage un peu financier. Yes, la question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux avoir 2 micro-entreprises ? Non, on peut pas. Ouais, tu peux pas. On peut pas en fait avoir 2 entreprises individuelles parce qu'elle est individuelle, tout simplement. Par contre, on peut avoir plusieurs entreprises s'il y a des sociétés dedans. Est-ce que c'est judicieux ou pas ? Ça va vraiment encore dépendre du contexte. Ça se voit. Moi-même, j'ai une holding avec société en dessous. Peut-être que toi aussi. Ça se voit sur des montages à un certain moment. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres une société, tu multiplies les frais. Que ce soit pour la compta, pour la déclaration, etc. Tu vas multiplier les frais. Donc, il faut que le gain que tu y trouves vienne compenser ça. Donc, c'est avantageux le jour où, en fait, tu as assez d'argent et des projets patrimoniaux dans la tête pour pouvoir faire transiter l'argent d'une entreprise à l'autre, tout dans un même groupe d'entreprises. Mais là, on monte sur des stratégies pour ceux qui nous écoutent qui, depuis un certain temps, touchent leur bille en trading. C'est ça, oui. Autant en termes de montant que de fréquence. C'est-à-dire, je peux avoir été très bon en trading dès le début, mais ça fait 6 mois que je trade. J'ai peut-être fait 1 million, mais ça fait 6 mois. Si je monte ces structures-là, je dois être sûr que je vais faire 1 million à chaque fois pendant 6 mois. Peut-être pas 1 million tous les 6 mois, mais que je vais avoir un rythme qui va continuer. Déjà quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà, déjà. parce qu'elles vont commencer à être bénéfiques, ces multiples entreprises entre elles, au bout d'1 voire 2 ans. Le temps que la compta de chacune se fasse, l'argent, les dividendes se passent de l'une à l'autre et que là, mon schéma prenne de l'ampleur. Donc, ça peut être intéressant, mais souvent, on voit ça chez beaucoup et je suis sûr que c'est pour ça que tu me poses la question. Souvent, je me lance, je vois grand, c'est très bien, j'ai de l'ambition. Il y a du rêve derrière. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite le faire. Ça pourra venir plus tard, mais pour l'instant, il y a peut-être un autre focus. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais tu as raison.
C'est souvent l'ambition qui dépasse un peu le... C'est bien, parce que si on parle... Ils se projettent, les personnes se projettent un peu. Donc, c'est bien, si on parle purement mindset, c'est très bien, parce qu'on s'y voit déjà. Donc... Mais c'est un peu prématuré quand j'ai pas la stabilité et le revenu vraiment qui rentre suffisamment. Et est-ce que, par exemple, on va se projeter, tu vois, quelqu'un qui va à peu près faire un peu plus de 100 000 euros par an en trading, quel statut? Toujours pareil, voilà, ça dépend de... Voilà, on va répéter un petit peu tout ce que tu as dit, mais qu'est-ce que tu pourrais lui recommander? Parce que forcément, l'auto-entreprise, c'est mort. C'est mort. Voilà. C'est mort. Entreprise individuelle, peut-être encore? Ouais, ça se calcule, mais l'entreprise individuelle, tu n'as pas de plafond. Tu vas avoir les mêmes possibilités qu'en société, de droit à déduction, choses comme ça. Si tu es solo, en fait, ce qu'elle te contraint, l'entreprise individuelle, c'est que tu ne peux pas t'associer. Donc, si tu es solo, tu n'as pas cette contrainte. À côté de ça, aujourd'hui, depuis même quelques années, tu peux avoir l'impôt sur les sociétés qui peut servir en stratégie. Tu peux tout faire pareil qu'avec une société. Donc, le choix de rester en entreprise individuelle ou d'ouvrir une société, en partant en société, tu vas complexifier un peu la donne au niveau administratif, il faut être honnête. Tu vas t'ouvrir, par contre, la possibilité plus facile de revendre ta société. Ok. Et tu peux switcher entre une entreprise individuelle. Demain, tu décides de monter sur une société. Tu peux. Bien sûr, tu peux même avoir les deux en parallèle. Voir pourquoi. Si on n'a qu'un seul domaine d'activité, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Tu peux beaucoup plus facilement switcher d'une entreprise individuelle à une société. Donc, c'est pour ça que très souvent, on voit des gens qui disent « Ok, je prends l'entreprise individuelle, surtout que jusque-là, j'en ai pas eu d'entreprise. Ça va me permettre d'avoir une compta simplifiée. J'ai une simple compta, on est en BNC, si je ne me trompe pas, chez les traders, j'ai une simple compta de trésorerie, c'est-à-dire rentrée, sortie, point. Ok. Je me familiarise avec ça. Et si je vois que, d'une, j'en fais pas plein mon froc, j'ai compris comment ça marche. Et deux, je continue à faire de l'argent et que j'ai des projets du coup, plus tard, je peux intégrer des associés, je peux revendre, je peux transiter en société plus facilement. Alors que dans l'autre sens, c'est plus dur parce que la création d'une société, tu peux pas revenir. Tu donnes naissance à quelque chose. L'entreprise individuelle, tu viens à toi, personne physique, ajouter une activité pro, alors que la société, tu donnes naissance à une nouvelle entité. Le jour où tu veux partir, il faut tuer l'entité. Le schéma qui est pas mal, c'est une petite auto au début, voilà. Clairement. Voilà, une entreprise individuelle ensuite, et après une société. Et tu peux cumuler, tu penses, plusieurs activités. C'est-à-dire, nous, on est dans le trading, mais demain, tu veux faire de l'IMO. Est-ce que tu peux, dans la même entreprise individuelle ou société, faire les deux activités? Ouais, tu peux avoir les deux activités dans la même entreprise. Ou tu penses qu'il faut mieux séparer tes activités? Qu'est-ce qui est le plus judicieux? C'est une très bonne question. Non, mais je prends le temps de réfléchir, attention. C'est une très bonne question. Je suis content de l'avoir posé. Ouais. Non, parce que c'est vrai que j'ai entendu déjà plusieurs versions avec des personnes que je connais. Et c'est vrai que j'entends jamais le même schéma classique. Est-ce que c'est bien d'ouvrir, pas de mélanger? Tu vois, j'ai un peu le... Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, personnellement. Tu vas... Tant que tu restes dans le même monde et que c'est connexe, c'est peut-être bien de tout garder. Ça va être ton choix sur une même entreprise. Dans le sens où ça va s'ajouter dans les revenus de ton entreprise. Tu vas pas devoir créer un deuxième bilan, etc. Alors que si ton activité est complètement différente, je suis trader et à côté, je veux faire le ménage dans les locaux des boîtes. Tu vois. Là, on est complètement différents. On est sur des régimes fiscaux différents. Donc, même si tu la mets dans la même entreprise, tu vas devoir faire des comptas séparés, donc des déclarations séparées, etc. Peut-être autant avoir une deuxième société, parce que l'avantage de mettre dans une deuxième, c'est que si un jour tu veux te débarrasser que de l'une, pas de l'autre, tu peux revendre l'entreprise, puisqu'elle détient l'activité, elle détient que cette activité. Tu peux faire des transferts aussi entre les deux. Si les deux sociétés t'appartiennent... C'est là où ça peut faire mal. Ouais, voilà, c'est ça la question que je voulais te poser. Est-ce que c'est... En plus, c'est des questions perso. Mais est-ce que tu peux, avec les actifs que tu as dans l'une et l'autre, même si ça t'appartient à la même personne, c'est le même président et tout, est-ce que tu peux un peu transférer ou c'est pas, tu le recommandes pas du tout? Tout est possible. Légalement, on va dire. Tout est possible. La question, c'est qu'est-ce que ça coûte? Parce que quand tu vas avoir une entreprise avec plusieurs activités dessus, puis tu as une autre entreprise qui veut en récupérer une, ça va être un rachat. Même s'il n'y a pas d'argent qui transite, il va falloir valoriser, cette activité de ménage qui était là, je veux la mettre sur une autre, elle a quelle valeur aujourd'hui? Et sur cette valeur, il va y avoir de l'impôt. C'est ça. Parce qu'il y a un transit, ça passe d'une main à l'autre. C'est comme si tu achetais à quelqu'un, et l'État, sur la plus-value, il va vouloir prendre sa part. Donc, c'est là où il ne faut pas tomber dans l'immobilisme, et c'est le danger dans ces sujets qui font un peu peur des fois, à dire « j'arrive pas à choisir, je choisis pas ». C'est la pire erreur au final de ne pas faire de choix. Simplement se poser la question aujourd'hui, ok, je fais du trading,
je veux rajouter de l'investissement IMO. Ouais, demain, je vais acheter des laveries. Tu vois, Ou je veux acheter des laveries. Je vais investir dans des laveries. Okay. Et, voilà. Et j'ai ma société de trading, j'ai ma société où je vais investir. Parce que forcément, il faudra peut-être que j'emprunte aussi pour acheter les laveries. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu ferais en tant que Manuel, maintenant avec ton expérience Ouais, c'est personnel. Moi, j'ouvrirais une autre société pour le faire. Ouais, ok. Parce que, on l'a vu ça, hein. Nous, on est aujourd'hui dans l'accompagnement sur tous ces sujets, structuration, défiscalisation. Par le passé, j'ai été dans le sport, j'ai tenu un studio de sport. C'était une autre société. Parce que ça se passe mal, t'as plus envie, tu veux le vendre, etc. Tu vends facilement une société avec un actif dedans qui tourne. Il est beaucoup plus dur de vendre une activité de ton entreprise parce que l'acheteur, il va vouloir quoi? Il va regarder tes bilans. C'est ça. Dans ton bilan, au final, si tu as 2 activités, à la fin, certes, tu vas pouvoir un peu séparer, mais chacun sait qu'il a pu jouer sur les lignes comptables, etc. Et surtout, à la fin, tu as un chiffre qui en ressort. Et c'est beaucoup plus dur pour ton acheteur d'être au clair sur qu'est-ce qu'il va acheter que s'il achète une société entière avec une activité dedans. Donc, si tu fais l'activité en te disant peut-être qu'un jour, je m'en séparerai parce qu'elle est annexe ou parce qu'X ou parce Y, pourquoi pas la faire sur une autre société. Alors que si tu fais l'activité qui est vraiment connexe et de toute façon, c'est pour toi, tu es à travers une entreprise parce que les montants, la régularité, etc., mais au final, c'est ton patrimoine que tu gères, peut-être juste rester sur le I parce que tu n'as pas les frais d'une nouvelle société. Donc, le mieux, c'est ça. Tu fais du trading, tu veux investir. On va dire, tu peux garder, c'est connexe, comme tu dis, la même société. Par contre, tu fais du trading et tu vas faire de l'immobilier. Là, c'est mieux de séparer les deux, quoi. Ouais, ça va être ton c'est ce que tu ferais, toi. Ça va être ton choix, ta capacité à y voir clair sur ce que tu fais. Je sais que tout le monde est différent. Il va y avoir des personnes qui sont sûres, dures comme fer, qui gèrent leur vie, si tu veux, et qui vont dire non, mais moi, je le fais et je sais que je le ferai toujours pour moi, que je ne voudrais pas la vendre, cette activité, que c'est mes actifs. Là, à l'inverse, ouvrir une société, c'est ajouter des frais alors que tu as le droit d'ajouter une activité, tout simplement. Donc, cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je partage uniquement ma propre stratégie sans copy trading, puisque le trading, vous le savez, ça comporte des risques élevés. Donc là, la question que je vais te poser un peu, ça va être par rapport à la micro-entreprise. Est-ce que quand tu es trader retail, donc trader amateur, est-ce que ça pose problème ou pas par rapport au statut de la micro-entreprise? Parce que j'en ai entendu, des contreparties, des un peu, voilà. Ouais. Alors, si tu parles micro-entreprise, tu parles plus amateurisme, du coup, puisque tu as une entreprise. Ouais. Légalement parlant, rien ne t'empêche d'ouvrir une micro-entreprise pour faire du trading. D'ailleurs, il y a, je connais pas les textes par cœur, mais il y a un code APE, un code NAF, qu'on appelle APE, aussi, qui est dédié à ça. Donc, ça existe. Je sais, Derrière, il y a eu des remontées au niveau de la déclaration. J'ai déjà entendu ça, comme quoi elle n'était pas possible. Légalement, tu as le droit de l'ouvrir, tu as le droit de travailler avec. Donc, si c'est avantageux pour toi, fais-le. Derrière la déclaration, le service, il est ouvert. C'est peut-être pas forcément au niveau des impôts, mais au niveau de l'URSSAF, de ce que j'ai pu comprendre de l'enjeu, où il y avait des polémiques autour de comment ça se déclare, en quoi on ne trouve pas où je suis. Et c'est triste, mais ça arrive souvent, qu'ils autorisent des choses, mais derrière, ils n'ont pas le process rodé pour le gérer. Okay. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas ton problème. Oui. Le jour où c'est interdit d'en ouvrir une, ils te le diront, tu la fermeras, ils enlèveront le code APE. Aujourd'hui, tu as le droit, et derrière, il ne te reste plus qu'à aller demander, dites-moi, faire la patte blanche, comme on disait tout à l'heure, où est-ce que je déclare, du coup, dans quelle case, BNC, BIC. Je ne sais pas exactement où était le flou, parce que pour moi, ça paraît assez clair. On déclare notre chiffre d'affaires en BNC, point. Mais si toutefois il y a un flou, ce n'est pas une histoire de droit à utiliser ta micro, c'est une histoire que derrière, ils n'ont pas suivi. Ils ne savent pas comment le gérer, mais c'est presque pas ton problème, j'ai envie de dire. Mais oui, de toute façon, il y a un code APE, donc il y a un code APE, je sais, c'est ouvert. J'ai déjà regardé. Surtout que quand tu ouvres quelque entreprise que ce soit, c'est soumis à validation. Donc tu l'ouvres, tu ne mens pas, comme d'habitude, tu dis ce que tu vas faire, ils vont, eux, t'attribuer le code APE, donc tu es tout à fait dans ton droit. Ouais, donc c'est... Ouais, non, mais au moins... Ouais. On a une réponse... Ouais, bien sûr. Mais tu sais que ça arrive très souvent, hein, dans plein d'activités où nous, on fait de l'optimisation, donc tu rentres dans les micro-rouages de choses. Et je te prends un exemple très rapide. Jusqu'en 2023, il existait un truc qui permettait de t'exonérer de 7% d'URSSAF pour la retraite complémentaire que tu ne payais pas. Donc, toutes les générations aujourd'hui qui la retraite, ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils disent autant la faire moi-même, je ne paye pas les 7%. Le texte était là. Mais dès que tu le mettais en application, ils étaient perdus. Ah, mais comment on va mettre ça en fait dans ton échéancier? Ils ne savaient pas. Ils rayaient des trucs. C'était un bordel pas possible. Ils ont trouvé un fonctionnement pour finalement enlever ça plus tard, parce que réforme et j'en passe. Mais ça arrive assez souvent au final qu'il y ait des textes, mais que derrière, ils attendent on va attendre d'être confrontés pour voir comment on le gère en interne, et donc ils sont pas toujours rodés dessus. C'est normal. Ouais, moi j'ai déjà entendu pas mal d'histoires. Dans l'administration, il y a beaucoup de flou des fois. Et est-ce que tu as
Est-ce que tu penses que trader en France, voilà, c'est un peu la question. Est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce qu'on est trop taxé par rapport à ça? Si tu parles que d'un point de vue fiscal, bah forcément oui, tu es trop taxé. Après, il y a plein d'enjeux. Rester en France ou pas rester en France. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est ton régime fiscal. De qui est-ce que tu dépends? Ta résidence fiscale. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu t'expatries pour trader ailleurs, tu pourras accéder à des supports français, investir dans des entreprises françaises. Ça n'empêchera pas que tu es résident fiscal, je ne sais où, donc tu seras au régime fiscal de là-bas, tout simplement. Maintenant, c'est un secteur où il y a beaucoup de débats chez nos politiciens et ils veulent revoir ça. Oui, on a eu déjà la proposition. Voilà. La fameuse taxe des expatriés. Voilà. On ne s'est pas passé. Passera pas, c'est pas passé, ça reviendra peut-être sur le plateau, etc. Un jour ou l'autre, peut-être, oui, parce que forcément, il y a beaucoup d'enjeux. Ça, j'ai envie de dire, c'est comme t'achètes, tu achètes quelque chose parce que tu te dis ça va monter, tu as des signes que ça peut ne pas monter pour une autre raison, finalement. C'est pareil, il ne faut pas être paralysé par ça, il faut te dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi l'état des choses? L'état des choses, c'est si je suis à Dubaï, si je suis à Maurice, si je suis à Bali et que je suis résident fiscal là-bas, j'ai obtenu la résidence fiscale, et je serai imposé comme quelqu'un de chez Bali, comme quelqu'un, etc. J'ai une question un peu, je pense que tu vas y répondre un peu personnelle. J'ai vu un peu, tu vois, sur les réseaux, des personnes qui, carrément, payent un avocat et puis font enlever la nationalité française, perdent leur passeport français pour cette raison, puisque ça a fait énormément de bruit par rapport aux expatriés. Ouais. Et il y en a qui commencent déjà à dire moi, je vais brûler mon passeport français parce que j'ai pas envie d'avoir cette taxe-là. Est-ce que toi, humainement, personnellement, est-ce que c'est quelque chose tu penses qu'il faut venir à faire ça, vraiment, réellement, contre son pays, ou est-ce que tu as, avec l'optimisation maintenant fiscale, est-ce que tu as moyen d'éviter de se faire enlever la nationalité française? Je trouve ça aujourd'hui extrême pour l'instant. Ouais. Je peux prendre mon cas personnel. Ouais, c'est ça, je te demande vraiment du personnel. Mon cas personnel, du vécu, du personnel. On s'en est très bien sorti avec l'optimisation jusqu'au 1 million d'euros annuel. Au-delà, on a commencé à se poser des questions et il y a énormément de choses qui rentrent en jeu avant de déjà t'expatrier et en plus te faire enlever la nationalité qui est un cran au-dessus. C'est purement valeur personnelle, mais pour moi, renier sa nationalité, en prendre une nouvelle, ça ne doit pas se faire parce que tu fuis quelque chose, mais plutôt parce que tu es attiré. Je te prends un exemple. Nous, on va partir pour l'île Maurice. Okay. On va normalement aller s'y installer. Okay. Sympa. Ça fait pas, etc. On pourrait tomber amoureux. Moi, j'ai des amis qui sont partis dans des îles comme ça, ils sont tombés amoureux. Et au bout de 10 ans, ils ont eu la nationalité, ils l'ont voulu parce que ça va avec la culture qu'il y a derrière, ça va avec tout cet écosystème-là. Et là, tu es drivé par quelque chose de positif. Brûler ton passeport pour schématiser, c'est ça, on schématise, on brûle pas le passeport, le faire annuler et pour en avoir un autre par crainte des répercussions fiscales, je peux trouver ça extrême dans le sens où c'est en train de changer dans un sens, ça peut rechanger dans l'autre et rien ne t'empêchera, une fois que ce sera vraiment validé, acté, à l'échelle d'une vie, c'est quoi? Tu auras peut-être payé un billet au moment où ça a été acté, tu te seras dit merde, et là tu réagis. Mais de trop anticiper, c'est un petit peu comme essayer de trop anticiper les marchés. C'est votre job. Je sais que c'est normal dans votre esprit de le faire, mais on peut prendre des coups de décision peut-être prématurés. Pour moi, celle-ci, elle pourrait être prématurée. C'est vrai que quand tu veux avoir... Il y a des pays, tu vois, où si tu veux avoir le passeport du pays où tu résides fiscalement maintenant, ils te demandent des fois de perdre la nationalité que tu avais avant. Ouais, bien sûr. Non, mais j'ai des collègues qui ont envisagé ça. Puis, entre guillemets, ça peut devenir facile, où il y en a, t'as certains pays, tu payes et t'as ta nationalité, tu vois. Ouais. Ça peut aller assez vite. Et du coup, ça peut être tentant. Attention, les enjeux fiscaux, c'est important. On peut faire de très belles choses, même en ayant la nationalité française. Il faut vraiment, pour moi, avoir vécu un goulot d'étranglement et se rendre compte que ça ne passe pas pour prendre une telle décision. Et tu penses qu'il y aura des solutions par rapport à ça quand on se dit demain, dans 2030, ils sortent la fameuse loi, ils taxent les Français à l'étranger qui se sont expatriés ils reviennent sur 5, sur 10 ans, je sais rien, on sait qu'ils sont capables de tout. Est-ce que tu penses qu'il y aura des solutions? Parce que c'est quand même gênant. Tu imagines demain payer 30% alors que tu vis à l'île Maurice ou tu vis au Panama ou à Dubaï. Comment tu penses que ça va s'envisager, cette réforme un peu,
vis-à-vis des Français qui sont à l'étranger? Est-ce que tu penses qu'il y aura des solutions un petit peu avant de brûler son passeport? Il y en aura. évidemment. Est-ce qu'elles seront conjointes et immédiates? Non. Si ça arrive, à mon avis, c'est comme toujours, il va y avoir la loi qui sort. Il va y avoir les opposants. C'est ça. Et de sorte, après, il y aura quelque chose, une solution qui va émerger. Donc, ce ne sera pas immédiat si la loi sort. Maintenant, pour moi, c'est comment ça ferait réagir du mal. aussi. Tu sais, ça, Ouais. tu sais, ça a donné un peu un vent de panique quand même. Ouais, ça ferait cette beaucoup réforme, de mal parce que les expatriés, il ne faut pas croire que c'est forcément tout beau tout rose. C'est un choix qui s'est fait à un moment. C'est dur en plus. C'est dur. Voilà. Tu t'écartes de ta famille. Il y a plein de points positifs, tout comme il y a des choses. Donc, en gros, on les punirait par-dessus. Donc, je pense que la communauté des expatriés serait la première à monter au credo. Ça mettrait du temps, mais il y aurait forcément une réponse derrière. Donc là, si vous avez envie de nous rejoindre, et en plus, on va avoir un magnifique cadeau de Manuel qui va nous proposer un peu 3 types de formes de fiscalité, avec 3 types de profils, évidemment, pour essayer de se projeter. Évidemment, comme on l'a dit, c'est un peu personnel, la fiscalité, mais au moins de vous donner concrètement quelque chose où vous allez pouvoir vous guider, un petit peu vous projeter. C'est ça aussi le but de la fiscalité. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous allez avoir le lien en dessous de la vidéo, dans la description. Vous cliquez dessus, vous rejoignez le Telegram qui est public, qui est gratuit. Vous allez même pouvoir nous rejoindre en live. Et en plus de ça, maintenant, j'ai Manuel qui est de mon côté pour pouvoir énormément répondre à vos questions et surtout vous rassurer. La fiscalité, c'est bien, faites déjà des gains avant, et c'est ce but aussi du live qu'on fait sur YouTube. Donc rejoignez-nous en masse, et comme ça, après, on vous aidera avec Manuel pour la suite. Voilà. Ouais. En tout cas, merci à toi. Avec grand plaisir.